Sur tous les sports existants à ce jour, il y en a un seul capable d'autant faire souffrir ses athlètes. Il y en a un seul capable de créer la peur à ce point-là. Le cyclisme de haut niveau, c'est du concentré d'adrénaline, pur jus, de la rage de gagner à tous les niveaux. Et pour les meilleurs, un putain de cocktail explosif si la ligne est franchie en premier. Start to kick, Pogacar second wheel, to be a photo finish. Des centaines de coureurs divisés dans des équipes de 7 hommes qui s'affrontent tout au long de l'année aux 4 coins du monde. Qui défient des éléments, parfois les pires surfaces roulables, les pires descentes, qui prennent tous les risques pour arracher la victoire à leurs ennemis, et ça, à n'importe quel prix. Évidemment, comme n'importe quel sport, certaines courses sont plus réputées que d'autres. Si on se met sur la 3e marche du podium, on aurait d'abord les 5 monuments. Des courses où tout se joue en une journée, un seul vainqueur décisif sera retenu par l'histoire. À la 2e place, on pourrait parler des grands tours, comme le Giro en Italie ou la Vuelta en Espagne. Si j'ai bien parlé de tours et pas de courses, c'est car la victoire se jouera en 23 jours, 21 de courses pour 2 jours de repos seulement. Ce type de course dite à étapes aura la particularité de permettre une tonne de scénarios différents. Plat, gravier, l'enfer des pavés, échappée, sprint massif, grand solitaire dans les Alpes, traqué comme une bête, ou jouer le tic-tac dans un contre-la-montre dans une capitale enflammée. Ah oui, ça fait beaucoup de possibilités pour un sport où il faut d'apparence juste tourner les jambes sur des pédales, mais au final la cruauté de ce sport restera la même que sur une course classique. Celui qui aura le meilleur temps à l'issue des 21 étapes se verra récompensé de toute la gloire et d'échecs aussi. L'histoire se chargera d'effacer ceux qui n'auront pas su monter sur la première marche. Ok, ce que je vous raconte peut vous paraître brutal, mais plus nous avancerons dans la vidéo, plus vous verrez à quel point le cyclisme à haut niveau peut être punitif et cruel. Particulièrement au Tour de France. Nous sommes sur la dernière place de notre podium, la seule course cycliste au monde classée catégorie 1. Là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on est monté là où seulement une élite pourra se rendre, certes, mais dans ces quasiment 200 coureurs tous extrêmement forts, on y retrouve des légendes, des hommes qui ont pu s'illustrer parmi les meilleurs cyclistes au fil du temps, sauf que depuis une poignée d'années, 2 d'entre eux ont décidé de partir plus loin encore. De prendre les armes et de se livrer des duels sur des sommets encore inexplorés. D'un côté, nous avons Tadej Pogacar, de l'équipe UAE, et de l'autre, Jonas Vingegaard, de l'équipe Jumbo-Visma. Nous sommes en 2020 et c'est le début d'une course au trophée qui va durer 5 ans. En tant qu'ancien coureur, je me suis replongé dans ce qui est le plus grand duel de ce sport époustouflant. Après des centaines d'heures de travail, je suis fier de vous présenter mon plus gros projet. Voici la plus grande bataille du cyclisme moderne. Notre histoire commence au Danemark en 1996. C'est ici que Jonas Vingegaard va naître. Il commencera le vélo très jeune, à 10 ans exactement. Mais comme vous le savez certainement, le Danemark en termes de relief c'est très plat. Il s'entraînera sur les petites côtes qu'il trouvera par-ci par-là et travaillera son endurance dans de longues sorties face au vent. Il enchaînera même les petits séjours en France et c'est ici que va naître son plus grand rêve, faire le Tour de France. Sauf qu'entre le rêve et la réalité, il y a un énorme fossé. Jonas est nul. Sa petite taille ne l'avantage pas dans les courses et il n'arrive qu'à obtenir des résultats que très moyens. Ce n'est pas le cas d'un petit Slovène à quelques milliers de kilomètres de là. Né 2 ans après, Jonas, il est aussi petit, comme lui. Mais il se servira de ce désavantage pour travailler sa vision de course de manière à compenser sa lacune. Pourtant, rien ne le prédestinait au vélo. Fils d'un dessinateur industriel et d'une mère prof de français, il commencera d'ailleurs le sport avec le foot mais lâcha rapidement pour rejoindre son frère dans le club du vélo du village. Et il brillera directement. À seulement 8 ans, Poggi devient la légende de son pâté de maison en gagnant la course annuelle. On dit de lui qu'il était tellement fort que dans les courses en boucle, il arrivait à mettre des tours au peloton. Il fera ses débuts en junior et renverse tout sur son passage. Il gagne encore et encore. Même dans des courses plus dures, on le retrouve déjà souriant sur des podiums. À 19 ans, il arrive même à se faire recruter par l'une des équipes la plus forte du peloton, la team UAE qui rafle tout sur le World Tour. Et qui avait déjà repéré le petit Poggi depuis ses 10 ans. Son avenir était déjà tracé, mais c'est très loin d'être le cas pour Jonas. Il galère bien plus, il a quand même réussi à rejoindre une petite équipe qui l'enverra sur quelques courses, Colo-Quick. Il arrive 9ème sur un contre-la-montre sur le Sibuyi Cycling Tour et monte sur la 2e marche du podium lors du Tour de Chine à seulement 19 ans, à 4 secondes derrière Raffaello Buzzi. Jonas était peut-être pour une fois sorti de la galère, mais une chute brisa pour la première fois ses rêves en 1000 morceaux et vous verrez que ce sera loin d'être la seule fois. Son fémur étant fracturé, il se fait écarter de son équipe. N'ayant plus d'argent, le jeune Danois va être obligé de revenir au pays. Au bout de quelques mois, Colo-Quick choisit quand même de le reprendre, mais il ne lui reste qu'une année sur son contrat. S'il ne fait pas ses preuves, c'en sera alors fini pour lui. Nous sommes en 2018 et Jonas enchaîne les succès et reprend petit à petit confiance en le champion qu'il est. 9ème, 5ème place, il devient même le meilleur jeune du Tour de Loir-et-Cher avec la sélection espoir danoise. Nous arrivons à présent au milieu de la saison 2018, il gagne alors la première étape du Tour de la vallée d'Aoste, sauf que dès le départ le lendemain, le jeune Danois va chuter, ce qui entraînera une commotion cérébrale. C'est maintenant sûr, il va être écarté de son équipe pour de bon. Sans aucune économie, il devra retourner encore une fois au Danemark pour travailler dans une usine de poissons. Personne n'aurait mis une pièce sur lui, sur ce qu'il va devenir plus tard, à ce moment-là. Il sait qu'il ne veut pas passer sa vie dans une usine à dépecer de la poiscaille, il devra s'accrocher à ses rêves pour la prochaine saison.
Mais pour tout le monde, sa carrière s'éteint. Ici, nous sommes en 2018. Pourtant, pour notre Slovène, l'opposé semble se produire. Tadej participe à son premier vrai tour, la Vuelta, et alors que la majorité des personnes faisant un grand tour ne souhaitent seulement le finir, pour lui, ce sera bien différent. Il prend des énormes risques et ça va payer. Tadej Pogačar. Today's the day. Il finira 3ème au classement général, derrière Roglic et Valverde, deux mastodontes du sport, et remportera 3 victoires d'étape. Tout le monde le sait, c'est lui la nouvelle star du cyclisme. Nous arrivons pour Poggi maintenant en 2020 et il s'apprête à participer à son premier Tour de France. Mais alors, qu'est-ce qui se passe pour notre Jonas? Avec ses journées à l'usine, il n'arrive plus trop à mettre du temps de côté pour le vélo. Les semaines deviennent monotones et même s'il essaye de rester positif, au fond de lui, ses espoirs faiblissent jour après jour. En réalité, il ne lui reste qu'une seule course, le Tour de l'avenir, la même course qu'a fait Pogačar quelques années auparavant. C'est comme un petit Tour de France, mais pour les très jeunes coureurs. Il gagnera contre la montre et ses qualités de grimpeur vont vite être remarquées par l'équipe Jumbo-Visma, la principale concurrente de l'équipe UAE, celle de Pogačar. Et c'est comme ça qu'il signera un contrat pour 2019 et 2020, chez eux en tant que domestique. Alors oui, vous avez bien entendu, j'ai bien dit domestique, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit ça. Le vélo est un sport cruel. Vous pouvez très bien signer dans une grande équipe, mais rien ne vous assure de gagner par la suite. Dans une team de pros, on compte souvent 7-8 coureurs, mais la plupart du temps, il n'y aura qu'un seul leader. Le reste des hommes aura donc comme unique but de l'aider à gagner du temps au général. Cela passe par aller chercher les bidons et les gels aux voitures derrière le peloton et de faire la distribution à l'équipe, d'attaquer lors des échappées pour faire craquer les autres équipes. En bref, Jonas devra remplir ce rôle et totalement se dévouer au leader actuel, le légendaire Primož Roglič qui domine la compétition. C'est ce qu'il va faire, sauf que malheureusement, encore une fois, il chutera au Tour de Norvège et ne repartira pas le lendemain, en raison d'une douleur au coude. Ça fait beaucoup de chutes, beaucoup de faux joie pour le Danois, car à chaque moment, on sait que son potentiel est à 2 doigts d'éclore. Mais sa saison ne se terminera pas comme ça. Motivé à honorer son contrat avec Jumbo, il donnera tout pour aider Roglič, qui finira par gagner le fameux Tour d'Espagne. Il profitera aussi de quelques rares occasions pour même aller chercher de belles victoires d'étape. Comme en Pologne en gagnant la 6ème étape, mais là où il se distingue des autres domestiques, c'est que même au général, il montre qu'il peut être bon, très bon même, comme quand il arrivera 2ème du Tour du Danemark, chez lui, à la maison. Il se révèle enfin au monde comme un futur grand champion en devenir. Mais c'est clairement pas le loup slovène qui va l'attendre. Oh que non, Pogačar sera en plein dans la course la plus prestigieuse du monde à ce moment-là, le Tour de France, quand Jonas aidera Primož sur la Vuelta. Le génie Pogačar prendra directement la 3ème place du général dès la fin de la première semaine de course. L'équipe Jumbo-Visma arrive à conserver une petite avance et le lendemain, alors que nous sommes sur une étape de plaine entre Millau et Lavore, rien de plus banal, Tadej va se faire avoir dans un coup de bordure. Alors pour les non-initiés au vélo, je vais vous expliquer quel est ce phénomène. Déjà, il faut savoir que dans une course, en profitant de l'aspiration de ses coéquipiers, on peut économiser 40% de son énergie. C'est pour ça que les favoris roulent toujours derrière leurs équipes. Mais ce serait trop facile car une variable pourrait venir tout chambouler, le vent. Et c'est bien ce qui va arriver ici car le vent viendra ralentir le peloton et creusera des cassures en formant plusieurs groupes. Sauf que notre Tadej, positionné à l'arrière ce jour-ci, retrouvera pris au piège. Et les Jumbo-Visma dans le groupe de tête viendront s'imposer. Une faute bête qui fera redescendre Tadej au classement. Et les choses ne vont pas aller en s'améliorant car le lendemain seulement, il perdra du temps dans la première ascension des Pyrénées et tombera 9ème au classement général. À ce moment-là, je vous l'accorde, les regards ne sont plus braqués sur lui. Personne ne le voit comme vainqueur sur les champs. Sauf que dans la journée qui va suivre... Parti de loin, il y a Pogačar. Marc Hirschi qui est en tête, Pogačar qui revient, Marc Hirschi toujours devant, le retour de Primož Roglič qui va s'imposer à la rampe, c'est Pogačar. Ok, dans l'ascension du Puy-Marie, Roglič et Tadej arriveront à faire craquer tout le monde. Personne n'arrivera à les suivre. Et c'est comme ça que le Slovène viendra se rapprocher de Roglič à 40 secondes. Le combat entre les deux leaders ne va faire que s'intensifier au fil des étapes, les deux compatriotes quasiment toujours au coude à coude. Nous sommes maintenant à l'étape 19 de la plaine, pas de changement au classement et on pense que Roglič deviendra le prochain vainqueur du Tour de France, après avoir porté le maillot jaune pendant quasiment tout ce tour insoutenable. Mais ça, ce n'était sans compter sur la dernière vraie étape du tour, qui n'est d'autre qu'un contre-la-montre finissant avec la célèbre ascension de la planche des belles filles. Un col réputé pour briser les jambes même des meilleurs coureurs. Il y a un écart de 57 secondes entre les deux favoris. Poggi sait qu'il ne gagnera pas le tour, alors avant de partir, il a dit à ses mécanos, qui avaient sur son vélo à ce moment-là, demain, vous verrez qu'il sera en jaune. Mais au fond, il n'y croit pas vraiment, l'écart à combler semble immense et Roglič est au sommet de sa forme. Sauf que... Allez, Primož Roglič a déjà perdu le Tour de France, ça y est, il avait 57 secondes d'avance, on le rappelle, par rapport à Tadej Pogačar, mais ça on l'a compris dès le début de l'ascension de la planche des belles filles. Il n'y avait rien à faire pour Primož Roglič. Voilà, quelle surprise, se faire arracher 2 minutes comme ça, de cette manière. C'est sa victoire signature. La veille de ses 22 ans, Poggi prendra tout. Maillot jaune, maillot à pois, mais aussi du meilleur jeune. Il aura monopolisé ce tour. Et ça, Jonas l'a bien vu. Il sait qu'il sera sélectionné l'année prochaine pour participer à la grande boucle. Il a vu l'ascension du jeune Slovène
n'a qu'une seule envie, le détrôner et prendre le titre, lui aussi. Leurs destins vont enfin pouvoir se croiser au plus haut des niveaux. Bonjour à tous les fans de vélo, les coureurs, les organisateurs et tous les spectateurs de la Grande Boucle qui suivent le Tour de France. On voulait vous saluer ici à bord de la Station Spatiale Internationale. Les favoris font savoir qu'ils sont là dès la première étape. Jonas devra pour son premier Tour de France rester dans l'ombre de Roglic alors que Poggi recevra toute l'attention du public. Mais ça, ce n'était pas sans compter l'étape 3 entre Lorient et Pontivy. Rien de méchant, un profil d'étape assez mignon même. Pourtant... Roglic est tombé. Primoz Roglic est tombé de manière assez brutale. Et on s'arrête évidemment chez Jumbo-Visma parce que Primoz Roglic est tombé. Un désastre, un véritable chaos sur route, comme si la course avait décidé de faire chuter tous les favoris. Certains s'en sortent mieux que d'autres, comme Poggi qui s'accroche à une 6ème place, mais pour Roglic, il devra sortir du top 10. Il devra aussi totalement abandonner ses ambitions au classement général dès son arrivée dans les montagnes, ses blessures lui faisant trop mal. Alors, chez Jumbo, on a un problème. Plus leader, mais qui pourra le remplacer? Avant que je vous donne la réponse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a beaucoup de travail sur ce projet, en mode vraiment, et ça m'aiderait beaucoup. Merci, à vous, on reprend. Ok, donc ce sera Jonas, il va être désigné leader de la Jumbo. À la surprise générale, il tiendra tête aux Slovènes. Mais on le sent encore pas assez robuste dans certaines attaques. Pourtant, il grattera des places au fil des jours, mais il lui fallait encore quelque chose en plus. Une étape pour tenter, une étape pour qu'il puisse enfin montrer ce qu'il vaut au monde. Et Jonas Vingegaard, le premier à faire craquer Tadej Pogačar sur ce Tour de On vous France. l'a dit que le tour n'était pas fini. Bilan des courses, une bonne journée pour les Jumbo, sauf que l'écart est maintenant trop grand. On sait que Pogačar va sûrement encore gagner le Tour. La bataille pour la 2ème place va maintenant se jouer entre Jonas et Uran. Ok, nous sommes maintenant à l'étape 18 au départ de Pau et les connaisseurs le savent, c'est la dernière étape véritable de ce Tour de France 2021. Après, ce ne sera que du plat jusqu'à Paris. On aura le fameux Tourmalet, puis le col de Loos-Ardiden qui viendra marquer la fin de l'étape. Et Tadej viendra gagner comme un monstre en relançant constamment les favoris tout au long de cette étape mythique. Jonas et Carapaz resteront bloqués derrière lui jusqu'à la dernière seconde. Tadej Pogačar donc qui s'impose à Loos-Ardiden. Attention tout de même, il va falloir qu'il en rajoute un petit peu là parce que derrière ça revient. Non, c'est bon. La victoire de Tadej Pogačar à Loos-Ardiden. C'est parti Laurent pour le 109e Tour de France avec effectivement les favoris du classement général et les meilleurs rouleurs du peloton qui vont s'élancer. Nous sommes en 2022, tous les supporters sont là mais aucun d'eux n'est vraiment encore préparé à ce qui les attend. Les coureurs aussi d'ailleurs, ils vont très certainement vivre le Tour de France le plus incroyable de leur vie. À tous les niveaux, nous avons tous les meilleurs sprinteurs du monde, les meilleurs grimpeurs, et au-dessus de tout ça, des leaders prêts comme jamais à en découdre. Pogačar, après 2 ans de sacre, souhaite rentrer dans le groupe très fermé des champions qui peuvent se permettre de s'offrir 3 grandes boucles dans leur vie. Vinge, après son raté de l'année dernière, veut aller aussi décrocher la victoire finale sur les champs. En plus, pour le départ, monsieur est à la maison sur un contre-la-montre pluvieux à Copenhague. Personne ne le sait encore, mais ce qui se prépare, je vous le dis, c'est très certainement la course la plus importante de ces 20 dernières années, dans le cyclisme sur route. Celle qui allait marquer le début d'une toute nouvelle ère. Nous arrivons donc en France après 5 étapes de plat, évidemment. Les leaders sont déjà au coude à coude, c'est simple, Pogačar 4ème, Jonas 7ème et Roglic juste en dehors du top 10. La route change, nous sommes dans le Grand Nord à présent et bienvenue dans l'enfer des pavés. Souvent une étape où les risques sont ignorés par les équipes, pourtant les passages sur du gravier ou des pavés sont répertoriés de la même manière que des côtes. Et le maillot jaune Van Aert de la Jumbo va vite se rendre compte. Chute du Van Aert, le maillot jaune à terre, Wout Van Aert, que s'est-il passé? En remontant sur le peloton, il manquera de peu une 2ème chute avec une voiture. L'enfer des pavés ne pardonne pas, certains secteurs sont répertoriés 3 étoiles, à ce niveau-là vous ne sentez même plus vos bras, tellement les vibrations vous secouent. Un mauvais caillou et c'est la chute. Ça peut arriver à tout le monde, même aux meilleurs, n'est-ce pas Jonas? Vingegaard qui a un problème mécanique, qui change de vélo. Qui a un vélo beaucoup plus grand. Il est trop haut, il n'arrive même pas à s'asseoir sur la selle. Évidemment, pendant ce temps, le loup slovène va en profiter pour creuser l'écart en tête, en profitant du chaos chez les Jumbo-Visma. Ce n'est pas le cas de son compatriote Roglic qui perdra tout pour cette 5ème étape en chutant violemment. À la fin de la course, dans le bus des Jumbo, personne ne parle. Une seule évidence résiste, alors, ils avaient pris le départ avec 2 leaders, à présent, c'était sûr, un seul allait être favorisé à l'issue de cette étape. Jonas Vingegaard allait enfin pouvoir déployer ses ailes pour tenter de décrocher le titre. Poggi est premier, Vinge est 3ème et ils vont déjà avoir le droit à leur première explication à 2. C'est l'étape 7 au départ de Tourmalet qui s'achèvera dans la mythique planche des belles filles. Et le spectacle sera au rendez-vous. C'est Tadej Pogačar qui s'impose. Les étapes de montagne en haute altitude vont aussi s'enchaîner, mais étonnamment, malgré les cols raides et les attaques répétées de Pogačar, le classement général ne veut pas bouger pour les favoris. Mais ne vous en faites pas, car une étape redoutée de tous montre enfin le bout de son nez. Nous sommes au départ d'Albertville, ce sera le début d'un enfer de montée. Un enchaînement entre le col du Télégraphe et le col du Galibier, c'est l'une des étapes mythiques du Tour de France qui a déjà fait lâcher
plus d'un des meilleurs leaders de ce tour. Et ça depuis des années et des années. Tous les jumbos vont s'arracher. Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, attaqué de toutes parts par les Jumbo-Visma, par le duo Roglic-Vingegaard. Pour l'instant, il répond à tout. Pour tenter de faire lâcher le Slovène, mais il tiendra bon. Van Aert emmènera les deux leaders à toute allure sur la pente finale. Mais ça ne suffira pas. Pogacar sera toujours là, le Français Bardet attaquera, mais ça ne suffira pas non plus. L'éclair danois qu'on accusait de ne prendre que les roues de ses ennemis et de ne jamais attaquer allait répondre de la meilleure des manières à la provocation de Pogacar. Avec l'attaque de Jonas Vingegaard, Pogacar, et c'est Jonas Vingegaard qui la gagne en solitaire avec le maillot jaune en prime. C'est la première victoire danoise sur le tour depuis 36 ans. Mais le pire, c'est que Pogacar concédera 3 minutes à Jonas qui s'empara donc du maillot jaune. Bardet sera deuxième et Poggi arrivera troisième. L'écrémage continue au fil des étapes avec une meute de Jumbo-Visma harcelant les leaders dans tous les cols. Et ça va marcher car l'ancien vainqueur du Tour 2018, Geraint Thomas, se verra lâcher lui aussi dans la 14e étape. Sauf que le problème quand on est maillot jaune, c'est que tous les regards sont portés sur vous. Tout le monde veut votre chute et cette envie, elle peut très bien se ressentir dans les courses. Deux équipiers de Jonas sont tombés, mais ce n'est pas fini car le maillot jaune aussi aura le droit à sa chute. Vingegaard qui doit changer de vélo et qui jette sa machine par terre. Encore une journée cauchemar pour les Jumbo sur ce tour, où ils ont encore une fois failli tout perdre. Les écarts restent pourtant similaires, Jonas a même réussi à s'emparer du maillot à poids, pourtant Pogacar reste toujours collé et tentera tout jusqu'au dernier moment pour essayer d'aller prendre son troisième tour, quitte à prendre des trajectoires parfois trop courtes. Attention, on nous annonce une descente technique des coureurs. Hop, la petite chute là, la petite faute, il des choses, Vingegaard. Il accélère, Tadej Pogacar justement. La petite faute de Pogacar qui sort large. Ouais, la chute de Pogacar. Il a pris des gravillons lorsqu'il a repris un peu de grippe. Ça va? Il s'est retourné, il a failli tomber, Vingegaard. Ouais, bravo. Bon, allez, t'as gagné bon. le tour, c'est bon. Cette belle image n'empêchera pas Jonas d'aller encore voler 1 minute 30 sur cette étape au Slovène et d'inscrire en plus de ça sa deuxième victoire sur la grande boucle. Le dernier coup de couteau sera planté lors de la dernière étape, lors du contre-la-montre, quand Vingegaard laissera la victoire d'étape à Wout van Aert. Il l'avait mérité, l'héros belge qui avait dû ravaler ses ambitions plus d'une fois dans ce tour pour aider son leader. Le vent avait changé de sens, la victoire, elle arrachait des mains des UAE. Ça en faisait du temps qu'on n'avait pas vu de Danois triompher sur les champs. Jonas aura même l'occasion de s'offrir le luxe d'une deuxième victoire sur le tour l'année suivante. Aujourd'hui nous sommes en 2024, le tour bouillonne à plein régime entre l'ultra-domination de nos deux meilleurs ennemis, qui fait toujours rage à l'heure où je finis cette vidéo, ou l'arrivée des outsiders comme Remco qui s'immisce au fil des années dans les classements, ça promet encore du lourd. Et une question reste en suspens, qui de ces deux hommes aura la troisième victoire sur le tour en premier? Merci d'avoir regardé ce reportage, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, on vise toujours les 100 000 avant septembre, portez-vous bien, on se dit à très vite, c'était Twilo, tchuss.